Bonjour, vous écoutez bien la confiture confinée. Je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. Alors, on n'est pas vraiment ensemble, bien sûr, on est toujours devant nos ordinateurs. Et comme on est quand même très occupé en ce moment, on a invité quelqu'un pour faire les recherches à notre place. N'est-ce pas, Guillaume? C'est ça, on s'est dit que on allait plutôt vous faire bénéficier des paroles d'un expert et on va accueillir du coup Adrien. Alors Adrien, docteur Adrien, professeur Adrien, comment on t'appelle? Comment tu veux qu'on t'appelle? Qui tu es? Raconte-nous tout. Salut la confiture, c'est sympa de m'inviter. Bah ouais, je m'appelle Adrien, je suis professeur dans une université canadienne et je dirige un petit laboratoire de recherche avec mes étudiants. Super, un laboratoire dans quel domaine? Alors moi je travaille en neurosciences, c'est en gros tout ce qui concerne le cerveau et plus particulièrement on s'intéresse à comment les neurones dans le cerveau communiquent les uns avec les autres pour établir de nouvelles mémoires, pour s'orienter dans l'espace. Ce genre de truc. D'accord. Et du coup, si on t'a demandé de venir nous parler, c'est parce qu'on se posait des questions, on se posait plein de questions même sur les rêves. C'est un domaine que tu connais? Bah ouais, un peu, parce qu'en fait, justement, une des grandes questions que nous, on se pose au laboratoire, en fait, moi, ça fait quand même 15 ans que je bosse sur le sujet depuis ma thèse, c'est quel est le rôle du sommeil dans tous ces processus qui permettent de consolider nos mémoires. C'est-à-dire qu'en fait, on va vivre une expérience un jour, une seule fois, et puis cette expérience, on va s'en rappeler toute notre vie. Et c'est assez incroyable, parce que beaucoup d'algorithmes seraient assez nuls à faire ça. Et pourtant, Alors notre moi, cerveau parfois, y je arrive très suis, je bien. suis assez nul aussi pour le faire, suivant les circonstances. Oui, bah ça dépend du contexte et des C'est ça. circonstances, c'est ça. Hein. Mais notre cerveau, généralement, quand tout va bien et quand il baigne dans de l'eau fraîche, il y arrive plutôt bien. Et on s'en souvient de ces épisodes-là pour toute notre vie. Et en fait, une des grandes idées, théories, on va dire aujourd'hui, c'est que un des rôles du sommeil, évidemment, c'est pas le seul, mais un des rôles du sommeil, ça serait de rejouer toutes ces informations-là pendant la nuit pour qu'elles fassent leur place dans le cerveau et qu'elles soient consolidées, c'est-à-dire qu'en gros, on puisse s'en rappeler toute notre vie. Ce qu'il faut comprendre aussi, quand même, ce qui est important, c'est que notre cerveau, on est avec un certain nombre de neurones et puis on va pas arrêter d'en perdre toute notre vie. Donc avec un matériel qui, lui, va diminuer plutôt en taille, on est quand même capable de créer de la nouvelle matière, quelque part, si on peut dire, en tout cas des nouveaux souvenirs. Et le sommeil, peut-être qu'il est très important dans ce processus-là. On est sûr que le cerveau, il perd des neurones toute la vie? J'avais cru comprendre que finalement, il y en a quelques-uns qui se divisaient quand même un peu. T'as raison. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que globalement, on en perd. Et il s'avère que dans la structure qui est vraiment importante pour l'établissement de ces mémoires, là, il y en a qui sont créés. Il y a encore un peu un débat sur quel est vraiment le rôle de ce qu'on appelle la neurogénèse, donc la création de nouveaux neurones, si ça a vraiment un lien avec la création de nouvelles mémoires ou pas. Ça semble quand même être le cas, et ça serait assez naturel, ça serait une bonne stratégie en tout cas biologique que ça soit le cas. Mais effectivement, on n'en perd pas partout, mais globalement, on en perd quand même toute notre vie. Donc il faut arrêter de penser et plutôt se contenter d'économiser nos neurones. Alors, tu peux dire la même chose pour tes muscles, hein, si tu veux. C'est une stratégie que tu peux tenter, quoi, d'arrêter de bouger pour essayer de préserver tes muscles. Non, évidemment, je rigole. Ça, c'est la stratégie de Donald Trump qui... Non, mais je rigole Oui, c'est pas. vrai. Il a vraiment cette théorie en tête qu'on a tous une énergie finie pour toute notre vie et que du coup, si tu fais du sport, en fait, tu t'avances vers la mort. Ouais. Churchill devait penser la même chose, non? Alors, je connais moins Lui, il bien... faisait du sport. Ouais, Churchill, c'est parce qu'il détestait le sport et il était fier de dire qu'il avait jamais fait de sport de sa vie. Parce que c'était Il a dangereux. fini... Ouais, c'est un peu dangereux. Bref, bon, on s'éloigne un peu du sujet là. Mais oui, effectivement, c'est important. De toute façon, là, on va tomber un peu dans les poncifs sur le cerveau. Vous imaginez bien que plus on le fait fonctionner, mieux il fonctionne à long terme. Il y a plein d'études comme ça, super, hein, on peut en parler si vous voulez, notamment chez des communautés monastiques, où les sœurs qui sont au champ et les sœurs qui font les études, il y a en gros entre 5 et 10 ans de décalage dans les maladies neurodégénératives. C'est assez flagrant en fait à voir. Donc non, lisez et faites et pensez. Ok. T'es en train de dire que les paysans ont le cerveau qui vieillit plus vite, là? Non, je suis pas en train de dire ça, parce que tout dépend de leur activité intellectuelle, mais il s'avère qu'effectivement, dans ces communautés-là, il y a certaines bonnes sœurs qui passent plus de temps sur des activités plus manuelles et moins dans la lecture, et qu'en moyenne, il y a une tendance
c'est qu'elle développe ces maladies neurodégénératives un peu plus tôt. Pour peu qu'elles aient fait feu de silence. En Ben, plus. moi, mon grand-père, 98 ans, paysan, il avait toute sa tête, il avait la grosse pêche, hein, donc tu vois. Mais en même temps, extrêmement curieux, ayant lu toute sa vie. Et du coup, si on revient vers le rêve, alors, qu'est-ce qui se passe quand on rêve? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Alors, bon, c'est la confiture. Oui. On commence à quelle époque? Néolithique. Néolithique. Ah ben non, les gars, pas léolithique, là. On commence très tôt, grotte de Lascaux. D'accord. Grotte de Lascaux, pourquoi? Parce que y a une peinture dans la grotte de Lascaux qui est absolument superbe. Alors moi, je l'ai jamais vue. Ah, on en va vrai. parler street art, quoi. On va parler total street art. Et sur un de ces murs, eh ben, il s'avère qu'il y a une peinture qui s'appelle la scène du puits. Alors, elle est un peu cachée. Encore une fois, je l'ai jamais vue. Je n'ai que lu sur cette peinture-là. Et alors, la scène du puits, là, peut-être que nos auditeurs prennent leur téléphone et plutôt que d'écouter passivement, tapent la scène du puits sur Google pour la voir. La scène du puits, c'est quand même un tableau, en tout cas, une peinture rupestre assez incroyable sur laquelle on voit quoi? On voit un homme au sol, allongé, les bras un peu en croix. On voit à côté un bison éventré, les viscères un peu sortis, et juste à côté une perche, un bâton sur lequel il y a un oiseau. Alors il y a eu beaucoup d'interprétations de cette peinture, qu'est-ce que ça pouvait être. Certains disaient c'est un chasseur qui représente la mort face à la bête qu'il a tuée, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que un des grands pontes du domaine, des pères de la science des rêves, on va dire de la physiologie du cerveau pendant le sommeil, qui s'appelle Michel Jouvet, un Français à Lyon, lui a proposé une hypothèse totalement différente. Il disait non, ce qui est peint là, c'est un homme en train de rêver. Ah, c'est pas un rébut, quoi. Non, c'est pas un rébut, certainement pas. Et c'est vrai que l'explication qu'il propose, elle semble assez logique une fois que tu vois en fait la peinture elle-même. C'est que l'homme, déjà, il est allongé, donc potentiellement il est pas mort, mais il peut être juste endormi. Et il s'avère qu'on est à peu près sûr qu'il est pas mort parce qu'en fait, il a une énorme érection. Ça, c'est très clair. Là, vous regardez la peinture, c'est très clair. Comme quoi, les tags, ça a pas beaucoup changé. Donc une énorme érection et effectivement il a l'air très immobile. Et ça c'est la caractéristique même physiologique d'un animal, d'un mammifère en tout cas, qui est en sommeil. Alors il y a deux appellations, soit on appelle ça en sommeil paradoxal si vous êtes un peu l'école française du sommeil, ou on appelle ça aussi le sommeil à mouvement rapide des yeux, rapid eye movement sleep si vous êtes plutôt l'école américaine, qui évidemment l'a un peu emporté aujourd'hui. Immobile et en érection. Immobile. Totalement immobile, c'est-à-dire atonie musculaire, hein, pour employer des grands mots, et une érection, paf. Ça, c'est le stade du sommeil dans lequel on rêve le plus. Ça me rappelle des soirées assez marrantes, quoi. Voilà, exactement. Et donc, il rêverait peut-être effectivement d'une partie de chasse. Il y a cette espèce d'oiseau à côté un symbole peut-être un peu bizarre qui vient s'insérer dans son rêve. Bref, on ne sait pas trop exactement ce qu'il a voulu dépeindre par là. En tout cas, ce qui semble intéressant, c'est qu'il a voulu dépeindre le fait qu'il était en train de rêver. Et c'est vrai que quand on lit l'explication, quand on voit la peinture, on fait « Ah, c'est clair, ça semble assez logique. » Donc ça, c'est vraiment, je pense, peut-être une des traces les plus anciennes qu'on ait du rêve et du rôle du rêve, en tout cas, dans les civilisations humaines. Donc, pour parler plutôt vraiment de science et de physiologie, on va faire un immense bond en avant jusqu'à la fin du 19e siècle. Fin du 19e siècle, il y a un Anglais qui s'appelle Richard Caton, qui en fait est le premier à mettre en évidence le fait que le cerveau produit des ondes électriques. Et ça, c'était très nouveau à l'époque. Donc avec des appareils assez rudimentaires, il se dit « Oh là, c'est assez bizarre ». Il faut attendre quelques années et la vraie révolution, là, c'est Frankenstein. C'est Frankenstein, pratiquement, exactement. Alors, c'est un Allemand, psychiatre, dans les années 20, Hans Berger, qui, en 1924, sort un papier en disant « Regardez, moi, j'ai créé un appareil et je suis capable d'enregistrer des ondes émises par le cerveau en mettant des électrodes sur la boîte crânienne. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de trépaner ou d'ouvrir la boîte crânienne, quoi que ce soit. J'arrive à voir ces ondes électriques. » Et d'ailleurs, juste un petit aparté, sur Frankenstein, je crois que Mary Shelley a eu l'idée après un rêve. Ouais, j'allais en parler à la fin. Bon, vous pouvez me prendre tous les trucs, hein, sinon c'est pas grave. Alors, il y a des exemples comme ça. Le tableau de Mendeleïev, c'est pareil. Apparemment, il a rêvé. Alors, je crois qu'il faut pas trop parler de ces exemples-là. Pourquoi ? Parce que sinon, on va complètement niquer la chronique de Seb. Ah, le pauvre. Bon, alors, revenons. Non, c'est pas grave, j'ai d'autres trucs à dire. On peut dire les trucs sur la science.
Donc Hans Berger, premier à enregistrer des ondes cérébrales, il est même proposé pour le prix Nobel parce que c'est quand même un truc pas mal quoi, grosse nouveauté scientifique. Ça vaut pas Eric Raoult. Bon, Didier Raoult. Ça. Bon, il se suicide avant, malheureusement il aura jamais son prix Nobel. On peut aussi dire qu'il était un peu nazi sur les bords apparemment, mais ça Oui, bon, c'est pas intéressant, on s'en fiche. Ça arrive à des gens bien. Pour l'instant, c'est pas trop du sommeil, mais voilà que aux États-Unis, à New York, un richissime homme d'affaires qui s'appelle Alfred Loomis, assez génial, brillant, mec brillant, donc très riche, qui passe ses journées à Wall Street, mais qui vit donc dans la grande banlieue new-yorkaise, dans la petite ville bien nommée Tuxedo Park, donc d'accord, le parc des smokings. Ouais. Je vous laisse imaginer que c'est pas une ville pleine de corons. Regardez un peu des photos sur Google Maps, ça a l'air d'être pas mal la classe. Et il a un petit manoir et ayant lui-même les moyens, achète les meilleurs appareils électroencéphalographiques disponibles à l'époque parce qu'il se dit tiens ça a l'air cool d'étudier le cerveau. Et il a l'idée, après ces dîners mondains, de demander à ses invités est-ce que ça vous dirait pas de venir dans mon petit laboratoire au sous-sol, faites une petite sieste, je vais vous mettre des électrodes sur la tête et je vais essayer de lire vos rêves. C'est le début d'un mauvais film d'horreur. Ouais, c'est un peu le début d'un mauvais film d'horreur si tu veux, mais l'histoire se finit plutôt bien parce qu'il fait ça, mais il le fait un peu en dilettante, mais il le fait en même temps de façon très rigoureuse. Et il se rend compte en fait que la première chose qui est vraiment marquante, c'est que le cerveau, quand il dort, produit des oscillations qui n'ont rien à voir avec celles de l'éveil. Donc ça, c'est la première chose qu'il observe immédiatement. Et il envoie quand même un article à Science, rien de moins, qui est publié. Quand t'es milliardaire, tu peux te payer la publication, quoi. C'est ça. Non, mais bon, ça reste un article principe. Enfin, c'est quand même une révolution. Oui. Donc 1935 de mémoire, c'est une révolution. Il montre pour la première fois, on voit les rythmes cérébraux du sommeil. Et il continue, il publie plusieurs articles en fait en quelques années décrivant en fait l'architecture du sommeil comme ça, donc grosse révolution. Et puis après il part et il va faire complètement autre chose. Après il va travailler sur les radars pendant la Seconde Guerre mondiale, il va aider je sais plus quoi dans le projet Manhattan, il finira par être même élu à l'Académie des sciences. Enfin là c'est du lourd quand même. C'est Doctor Strange en fait. Ouais, mais il est très, mais en plus il a l'air plutôt sympa, tu vois, et plutôt bon. Donc moi un jour si vous voulez creuser la question, Alfred Loomis, sacré personne. Ah non, pas Doctor Strange. Comment il s'appelle le mec des 4 Fantastiques? Tony Stark. Ouais, Tony Stark ou le mec des 4 Fantastiques. Ouais, Iron Man. Red Richards. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Richards. Le mec, il y a un problème scientifique qui fait quelque chose. Tu l'appelles parce que bon, il sait tout. Bon. C'est ça, il le résout. Donc, première évolution, et en fait, donc là, c'est un peu le début, vraiment, on va dire, de la science du sommeil. Et, bon, évidemment, Seconde Guerre mondiale, tout est mis un peu en pause. Un des avantages, en général, d'une bonne grosse guerre comme celle-là, c'est que ça va développer aussi un certain nombre de technologies qui vont pouvoir être utilisées dans des laboratoires suite à ça. Et c'est exactement ce qui se passe, en fait. Après la Seconde Guerre mondiale, notamment plusieurs labos se créent sur le sujet, mais il y en a un qui va vraiment être un labo dans lequel la fondation de toute cette science-là va être établie, c'est celle de Nathaniel Kleitman à l'université de Chicago, qui commence vraiment un laboratoire pour l'étude du sommeil, vraiment consacré à ça de façon rigoureuse et parfait, purement académique. Et il commence à en fait faire des premiers enregistrements électroencéphalographiques qui durent une nuit entière, avec son étudiant de thèse qui s'appelle Azerinsky. Alors là déjà il faut réaliser ce que c'est, parce que en fait à la base évidemment eux ils n'ont pas des ordinateurs, des disques durs et des clés USB, ils ont des électrodes sur la tête de leur sujet qui en fait envoient un signal, donc ils enregistrent le signal électrique et le signal électrique en fait fait bouger un stylet, un peu vous savez comme les sismographes là comme on peut le voir, donc ça fait bouger un stylet sur un rouleau de papier qui est en train de ou les détecteurs de mensonges dans les films d'espionnage. Exactement. Ouais, sauf que ça dure toute la nuit, donc ils en utilisent 2 tonnes de papier. Eh ben alors c'est ça, donc quand même le bout de papier à la fin de la nuit il fait 800 mètres. Tu peux en imprimer des attestations de sortie de dérogation. Donc 800 mètres quand même de papier à analyser à la main évidemment. Donc tu regardes les tracés comme ça, donc ils enregistraient un certain nombre de choses, la respiration, le rythme cardiaque, et ils le font et très vite en fait donc l'étudiant de thèse tombe sur un truc auquel il s'attendait pas trop, c'est que de temps en temps le patient, non c'est pas un patient, c'est un sujet d'ailleurs dans ce cas-là, les rythmes changent encore totalement
et les yeux se mettent à bouger dans tous les sens. Et alors, les rythmes cérébraux qu'ils observent à ce moment-là, ils sont très similaires à ceux de l'éveil. Donc, même carrément indistinguables, en fait, de ceux de l'éveil, avec les yeux qui bougent dans tous les sens. D'accord. Et ils se disent, oh là on tient un truc. Donc, ils commencent ils ont la bonne idée de se dire, donc avec d'autres étudiants, là, je vous résume plusieurs papiers, mais ils se disent... Oui, les soirs des thésards, bon. C'est ça, voilà. Bon, certains qui sont restés très connus quand même. Hein. Et ils enregistrent le sommeil de ces sujets-là. Et au moment où ils détectent que le sujet passe dans cet état qu'ils vont appeler donc Rapid Eye Movement Sleep, ils les réveillent. Et là, ils se rendent compte de quoi? C'est que 80% du temps... Ils ont perdu leur religion. Ils sont devenus satanistes. Bon. Exactement. Et non, donc ils réveillent les patients quand ils détectent justement donc ces ondes qui ressemblent à celles de l'éveil, qui voient les yeux bouger dans tous les sens, et là ils se rendent compte de quoi? Que les sujets leur disent oui, j'étais en train de rêver 80% du temps. Et donc là, grosse révolution, on a trouvé une phase de sommeil pendant laquelle on rêve. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on rêve pas toute la nuit. Alors en fait, on rêve pas exactement de la même façon toute la nuit. C'est que souvent, on va avoir des idées, on va avoir des flashs, on va avoir des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Mais c'est pendant cette phase de sommeil à mouvement rapide des yeux que on va vraiment avoir ces rêves très compliqués, avec des histoires souvent plus ou moins absurdes, qui se construisent avec des personnages et qui vraiment durent. C'est pas juste quelques images ou quelques idées comme ça qui flottent. Et donc ça, c'est dans les années 50. Et à peu près au même moment, quelques années ensuite, en France, Michel Jouvet, dont j'ai parlé au début, lui fait des enregistrements chez le chat. Et trouve la même chose. Donc les chats rêvent aussi. Donc les chats... Alors, on ne sait pas s'ils rêvent, hein. Donc là, on peut en reparler après. Est-ce que les animaux rêvent? Ça, c'est un peu la grande question, parce qu'on ne peut pas leur demander. Mais... moi, ma chienne, quand elle dort, elle court hein, de temps en temps. Enfin, et puis elle fait des petits bruits, genre pout-pout, qui ressemblent un petit peu à ce qu'elle fait quand elle est éveillée, quoi. Exactement, mais toute la question, c'est que si tu l'as réveillée, tu voudrais être capable de lui demander pourquoi tu rêvais. Mais ça, on ne sait pas faire. Non, elle parle pas encore. Et alors c'est pareil, mais Michel Jouvet justement, il a vraiment creusé la physiologie, c'est-à-dire en fait toutes les structures dans le cerveau qui sont responsables justement de l'apparition de cet état de sommeil particulier. Et un des mécanismes qu'il a découvert comme ça, c'est que pendant cet état-là, il y a vraiment une inhibition motrice très forte. C'est-à-dire qu'on est complètement immobile. Alors que dans la première partie du sommeil, qui s'appelle donc le sommeil à ondes lentes encore, on bouge pas beaucoup, mais on bouge. On va se tourner, on va bouger un peu les bras et compagnie. Et il s'est dit, alors quelle structure dans le cerveau est responsable de cette atonie musculaire? Donc il la découvre. C'est pendant ces moments-là qu'on ronfle? Alors c'est une bonne question, j'en sais rien du tout. Je crois pas, non. Moi, c'est souvent, je crois, d'après ce qu'on m'a dit. Que tu ronfles? Oui. Non, je sais pas trop, en fait. C'est une bonne question. Tiens, je regarderai. Et donc, il découvre la structure dans le cerveau qui est certainement responsable pour donc cette inhibition motrice. Et il va faire des lésions chez certains chats. Et là, comme ta chienne, Seb, il se rend compte que les chats commencent à vivre leurs rêves. C'est-à-dire qu'ils commencent à se dresser, se mettre en position d'attaque, ou en position de peur, à bouger dans tous les sens. Donc effectivement, il se passait quelque chose dans leur cerveau qui ressemblait à certains épisodes de leur vie, ou en tout cas qu'ils étaient en train de vivre quelque chose, quoi, clairement. Ouais, moi après, elle saute pas, hein. Elle a juste les pattes qui tremblent un petit peu, quoi, comme si elle faisait... Ouais, parce que son cerveau marche assez bien et que c'est la sortie du cerveau est plutôt inhibée. Mais si on lui retirait un bout de cerveau? J'avais peur que t'étais en train de dire qu'elle avait une liaison au cerveau. Bon, on peut en reparler aussi, peut-être. Hein. Non, mais je rigole. Le problème, c'est que beaucoup de chiens sont narcoleptiques, quand même. C'est-à-dire? Narcoleptiques, c'est qu'ils ont des dérégulations assez fortes de leur cycle veille-sommeil et qui vont tomber un peu comme ça en sommeil, ou alors que leur cycle de sommeil sont un peu dérégulés. Donc... Bon, ça arrive en fait. Ok, d'accord. Mais t'inquiète pas, je suis sûr qu'elle va très bien. Ça va. Elle dort à côté d'ailleurs. Ok, bon, tant mieux. Donc ça, c'est années 50-60, et là, vraiment, on commence à comprendre un peu tous ces trucs-là. Donc évidemment,
Après, il y a énormément de travaux qui ont été faits sur plein de questions, creuser les mécanismes qui permettent de passer d'un état à l'autre, expliquant aussi pourquoi on a plus ou moins de ces états-là. Ce qu'il faut comprendre, en fait, ce qui est important, c'est que dans une nuit, on a plusieurs cycles de sommeil. Un cycle chez l'homme, c'est en gros 1h30, 90 minutes. D'accord. Et ça commence toujours par ce fameux sommeil à ondes lentes, donc dans lequel on va avoir ces oscillations un peu bizarres qu'on voit jamais à aucun autre moment. Et ça finit par le sommeil à mouvement rapide des yeux. Et à la fin de ce sommeil REM, on se réveille un peu, on ouvre les yeux, on s'en souvient pas la plupart du temps, et on se rendort et le prochain cycle commence. D'accord ? Donc dans une nuit, on va faire quoi ? 5-6 cycles, en gros en moyenne. Et la quantité de sommeil paradoxal, donc, ou sommeil REM, va augmenter d'un cycle à l'autre. Donc le premier cycle qu'on fait, il y en a pratiquement pas. C'est principalement du sommeil à ondes lentes et c'est en fait un sommeil qui est très récupérateur pour le corps. Il est tellement important que si t'en as pas, tu finis par mourir en quelques jours. Et le deuxième cycle, t'en as un peu plus et les derniers cycles, là, t'en as énormément. T'as même presque plus de sommeil à ondes lentes. C'est pour ça qu'en fait, on se souvient souvent de ses rêves le week-end, le samedi ou le dimanche matin, quand on fait la grasse mat. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à se faire 1 ou 2 cycles de plus que d'habitude, et c'est les cycles dans lesquels on a le plus de rêves. Qu'est-ce qui fait que du coup qu'on se souvient de ses rêves ? Ça, on n'en sait rien. Certaines personnes s'en souviennent, d'autres s'en souviennent pas du tout. Ce qui est certain, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que si tu fais le travail d'essayer de te remémorer de tes rêves, donc dès que tu te réveilles, tu te dis à quoi j'ai rêvé, le simple fait de faire ce travail-là tous les matins fait que tu vas t'en souvenir de plus en plus. D'accord, donc c'est une sorte de compétence que tu peux, exactement. Que tu peux développer. Ouais, alors c'est totalement une compétence que tu développes. Il y a des gens qui poussent le bouchon même plus loin. C'est la compétence de prendre contrôle de leurs rêves. Ça s'appelle lucid dreaming. Oui. Googlez ça, vous allez voir, c'est assez marrant. Il y a toutes les méthodes pour le faire qui sont disponibles. Moi, j'ai jamais vraiment essayé. J'ai des amis qui le font. Ça a l'air quand même assez drôle. Parce que tu peux vraiment te dire, allez, hop, je décolle et je vais me faire un tour dans l'espace, quoi. Dans la version soft, évidemment. Oui. Voilà. Donc ouais, le rêve, après on peut parler de plein d'autres choses, de plein d'autres détails sur le rêve, mais grosso modo, en fait, c'est ça, c'est un état électrique particulier du cerveau. On sait qu'il existe chez tous les mammifères, ça c'est clair. Il existe aussi certainement chez les oiseaux. Et donc pendant longtemps, là, ça fait quand même, on va dire 10-20 ans que les gens s'accordaient à dire, bon, en gros, ça existe chez tous les animaux à sang chaud. Pourquoi ? On n'en sait rien, mais c'est chez les animaux à sang chaud. Et pas chez les reptiles. Alors, pas chez les reptiles. Alors, depuis quelques années, il y a un Français qui aujourd'hui est à la tête d'un institut Max Planck en Allemagne, qui s'appelle Gilles Laurent, qui lui tape un peu dans la fourmilière. Lui, c'est un grand spécialiste du cerveau, du système nerveux, des insectes et de plus en plus aussi de reptiles ou d'amphibiens. Et lui, il dit, pas du tout. En fait, tous les animaux ont un sommeil paradoxal. Alors, il y a un peu grosse polémique, Là, il y a eu un peu des clashs comme ça dans le domaine. C'est de la battle, c'est Boubacaris. La grosse battle, la grosse battle à coup d'articles de lettres en disant mais non, c'est n'importe quoi. Lui défendant ses data. Donc, gros point d'interrogation. Est-ce qu'il y avait un espèce de proto-état qui s'est transformé en sommeil paradoxal plus tard dans l'évolution? Peut-être. Mais on n'en sait rien. Un autre truc qu'on ne sait pas, c'est à quoi ça sert. On n'en a aucune idée en fait, parce que autant le sommeil à ondes lentes, comme je vous disais, si t'as pas tes 2 premiers cycles de sommeil, tu en meurs. C'est vraiment c'est essentiel, nécessaire à la survie. Ton cerveau, ton système nerveux et certainement énormément d'autres parties de ton corps ont besoin de cet état-là. Le sommeil REM, il y a des gens qui en ont pas en fait, et ils vont très bien. Qui rêvent pas du tout. Non seulement ils rêvent pas, mais ils ont même pas cet état de sommeil. Alors, c'est toujours très compliqué parce que dès que ça touche au cerveau, en fait, c'est d'une complexité incroyable. C'est-à-dire que tu vas définir par des critères en disant, bon, il a pas les mêmes ondes que normalement on observe, il bouge pas ses yeux rapidement, donc il a pas de sommeil paradoxal. Bon, il s'avère qu'en fait, tu te rends compte que par exemple, il y a certains cas connus, on pensait qu'ils n'avaient pas de sommeil paradoxal, pourtant ils continuent à avoir des érections. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le mec bande. Donc tu te dis, bon, peut-être que c'est pas dans l'intégralité qu'il a disparu, mais il y a certaines composantes qui font que ça crée ces ondes particulières et ces mouvements rapides des yeux qui, elles, ne sont plus fonctionnels. En revanche, ce qu'on sait, c'est que
en absence de ces marqueurs-là, donc tu te dis, bon, potentiellement il y a eu des lésions quelque part, il s'est passé quelque chose, mais c'est assez dur de se dire qu'est-ce qui marche pas, quoi d'autre ne marche pas chez cet individu-là. Globalement, ça marche plutôt pas mal quand même, encore. Il y a un autre cas qui est les gens qui prennent des antidépresseurs, certaines classes d'antidépresseurs, qui, par un truchement chimique, fait que tu n'as plus de sommeil paradoxal. Et pourtant, le simple fait de ne pas avoir de sommeil paradoxal ne semble pas être un problème d'entraîner des problèmes cognitifs quels qu'ils soient. Donc, grande question, honnêtement, hein, vous pourrez lire plein de théories si vous faites des recherches de papiers scientifiques. Moi, je vous le dis, j'en ai lu beaucoup de ces papiers-là. Déjà, personne n'est d'accord, et de deux, il n'y a aucune conclusion définitive. On n'en sait rien. D'accord. Ce que je trouve assez génial quand même. Ah oui, c'est un truc que tout le monde connaît, mais que personne ne sait expliquer. Ouais. Et tu vois, donc moi, pour revenir un peu justement à mes propres moutons, c'est-à-dire que dans mes recherches sur la mémoire, donc on va enregistrer plein de neurones hein, chez des rongeurs, chez des rats, chez des souris, on leur fait faire apprendre des trucs et on les fait dormir après. On sait que dans le sommeil à Ongelant, il se passe un certain nombre de choses où on voit que les mémoires, par exemple, sont rejouées pendant le sommeil, c'est-à-dire qu'effectivement le système est en train de réanalyser toutes les nouvelles expériences pour consolider tout ça. Pendant le REM, on voit plein de trucs géniaux, mais ça n'a rien à voir avec ce que l'animal a fait avant. Donc on est incapable de comprendre en fait ce qui se passe pendant le REM. On voit qu'il se passe des trucs, le cerveau est super actif en fait. Il est même pratiquement plus actif que pendant l'éveil, mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il fait. D'accord. Donc ça reste une des frontières de la science aujourd'hui. À quoi ça sert le rêve ? Ah ouais, complètement, ouais. Et alors, moi j'ai une question hyper prosaïque. Tu nous as parlé 2-3 fois d'érection. Ça veut dire qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes pour le rêve ? Ou en tout cas pour cette phase du sommeil ? C'est une bonne question. Les femmes ont moins d'érections ? Alors les femmes ont des érections déjà, hein, il faut qu'on soit tous d'accord là-dessus. Ça a été montré et démontré. Et alors pendant le sommeil, j'ai fait quelques recherches. Je suis tombé sur un article dans une revue assez prestigieuse qui s'appelle terrafemina.com. Bon, on va dire que c'est ma seule source pour l'instant. Non, mais apparemment, non, le cycle érectile existe aussi chez la femme. À tel point qu'apparemment, certaines femmes ont des orgasmes pendant le sommeil paradoxal. Comme certains hommes ont des pollutions nocturnes, comme on dit. Exactement, absolument. Comme on disait du temps du doc. Le doc est dit fou. Mais ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale. Ça colle aux vêtements, ça colle aux cuisses, mais ce n'est pas sale. Non, de ce point de vue-là, certainement, comme souvent d'ailleurs, aucune différence entre les hommes et les femmes. D'accord. Dans les questions un peu bêtes, moi, que j'avais, c'est que j'ai lu que pour savoir si t'es dans un rêve, alors on dit toujours se pincer, mais qu'il y avait une autre technique pour savoir si t'étais en train de rêver ou pas, c'est d'essayer de lire quelque chose. Ouais. Apparemment, ouais. En fait, t'es incapable de lire, t'es incapable de lire l'heure aussi. Ou alors si tu lis l'heure, mais elle arrête pas de changer. Ou aussi on m'a dit moi que tu ouvres une porte, tu passes la porte, tu te retournes, elle est fermée alors que tu l'as pas fermée. Donc c'est à dire qu'il y a clairement quelque chose dans la causalité qui est complètement brouillée. C'est à dire que en gros ton cerveau est capable de simuler une certaine forme de réalité. D'accord, parce qu'en fait le rêve c'est ça, hein, t'es un peu dans la matrice, hein, quelque part. T'es en pleine simulation. Mais il y a un fact-checker là-dedans, pour employer un bon mot anglais, qui normalement fait en sorte que toutes les choses ont l'air de se passer comme elles devraient se passer, mais là il marche pas du tout. Alors qu'en gros, c'est pas grave, la porte elle est ouverte, elle est fermée, l'heure on s'en fiche totalement. C'est-à-dire que mais alors moi j'en ai pas d'expérience personnelle là-dessus, en tout cas je m'en rappelle pas. C'est des on-dit, c'est beaucoup d'introspection, c'est-à-dire que c'est beaucoup de gens qui rapportent des expériences personnelles. Des études sérieuses, il y en a quelques-unes, mais le problème c'est que c'est toujours pareil, ce n'est que de l'introspection. C'est-à-dire que tu ne peux faire confiance qu'à des rapports de gens qui parlent de leurs rêves. Et la grande critique qui est faite tout le temps à ce sujet-là, c'est que quand tu le racontes, tu ne fais que extrapoler le souvenir que tu as de ce rêve-là. Et on n'a pas la preuve que ce que tu racontes est effectivement ce qui s'est passé. D'accord. Ouais. Oui, effectivement, c'est du témoignage. C'est du témoignage, et du témoignage dans un état quand même
d'un souvenir, hein, c'est d'un souvenir de quelque chose que tu n'as pas vécu, parce que ce n'était que de l'activité spontanée dans ton cerveau. Ouais. Donc tout ça, c'est un grand point d'interrogation, et c'est très 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 compliqué en fait de poser ce genre de questions-là. Et de la même façon, moi, ce que j'ai lu et depuis que je l'ai lu, je m'en rends compte un peu, c'est que dans les rêves, tu croises peu d'inconnus. Quand tu croises des gens, c'est toujours des gens que tu connais. Alors, ça, pareil, on me l'a déjà dit. Moi, j'ai quand même l'impression parfois de parler à des gens que j'ai jamais vus. D'accord. Ouais, moi aussi. Mais, Alors, mais bon, potentiellement, on va dire que globalement, tu ne rêves, même si tes rêves ont l'air parfois assez loufoques, tu ne rêves que de choses que tu connais. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pris d'images d'une certaine... Il y a une énorme a priori sur la façon dont ton rêve va se dérouler. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas rêver effectivement de certains environnements, de certaines personnes, mais tu n'imagines pas de choses que tu n'as vraiment jamais vécues. C'est ce que je veux dire. En revanche, moi, ce que je trouve toujours incroyable, et à chaque fois que je me souviens de mes rêves, je me fais cette réflexion, c'est que tu parles à des gens. Et tu parles à des gens, mais en fait, tu te parles à toi-même quand même. Hein. L'autre personne, c'est toi, quoi. Oui. C'est ton cerveau. Et moi, je me rappelle avoir eu des conversations où je me disais, voilà, c'est hyper intéressant ce que me dit le gars, quoi. Mais c'est que t'es un mec en fait, hyper c'est moi. intéressant. Bah oui. Ben, c'est ça. Là, tu t'es dit, c'est incroyable, j'étais capable d'avoir cette conversation. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et évidemment, en plus, en général, quand tu te rappelles de ce dont tu étais en train de parler, c'était complètement pas du tout intéressant. Mais avoir ce sentiment-là d'écouter quelqu'un qui est en train de parler alors que ce n'est de l'activité qui est générée par ton cerveau. Donc, c'est-à-dire que tu as quand même une composante de toi, c'est-à-dire que tu vis le rêve comme si c'était toi la première personne, comme tu le fais quand tu es éveillé. Mais le monde extérieur, lui, et d'une manière assez complexe, hein, c'est-à-dire une personne en train de te parler et enfin, quelque chose qui a l'air d'être un discours plutôt cohérent sur le coup, est totalement généré par ton cerveau. Moi, ça m'épate à chaque fois. Mais ça ressemble à un syndrome de la schizophrénie, ça? Alors, ouais, alors la schizophrénie, il y a plusieurs syndromes. Hein. Moi, je suis pas neurologue, je suis pas psychiatre, donc je vais éviter de raconter des bêtises là-dessus. En fait, il y a pas mal de maladies neurologiques dans lesquelles les patients se mettent à rêver alors qu'ils sont éveillés. C'est le cas de la narcolepsie, là, dont je parlais, une maladie fréquente chez les chiens, mais malheureusement aussi chez les humains, où tu as des dérégulations comme ça, des cycles éveil et sommeil. Donc, des gens qui se mettent à rêver alors que tu es éveillé, tu peux imaginer la catastrophe, hein. Tu t'imagines dans le métro en train de commencer à rêver, tu peux potentiellement faire quelque chose d'assez stupide. Voilà, s'imaginer dans le métro par les temps qui courent, c'est déjà... Ouais, c'est déjà pas mal, tu vas dire. C'est déjà la liberté, quoi. Et il y a des stades aussi, des stades finaux de Parkinson, sur un traitement d'Alzheimer, dans lequel en fait tu vas te mettre à rêver comme ça de façon éveillée. Et bon, bah ça, oui, c'est effectivement un peu la catastrophe. Schizophrénie, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça, mais effectivement, tu vas te mettre à délirer sur certains trucs. Mais je veux dire que ça a pas nécessairement la signature d'un état de sommeil. Alors que les narcoleptiques, effectivement, ça a été démontré qu'ils sont éveillés et que tout d'un coup, ils se mettent à rêver directement. Tu as un marqueur physiologique de cette transition des états du cerveau. D'accord. Donc ça veut dire que si tu es en face d'un mec qui est en train de faire ça, c'est comme un type qui a pris du LSD, quoi. D'un coup, il voit des trucs qui n'existent pas, quoi. Ah ouais. Ah ouais, et je crois que ça peut être assez flippant, quoi. Ah bah ça, je veux bien le croire. Et alors, les rêves prémonitoires, la science, qu'est-ce qu'elle en dit? Alors, tout début, on a parlé, mais je croyais qu'il fallait pas trop en parler, mais de toutes les personnes qui ont eu des grandes visions, notamment le tableau de Mendeleïev, toutes ces choses-là. Et les rêves prémonitoires, quelque part, on va dire, c'est un peu ça, c'est que tu découvres quelque chose, même si c'est pour prédire l'avenir, c'est que tu découvres quelque chose que tu ne savais pas, que tu ne savais pas encore. L'idée, c'est qu'en fait, en général, tu te rends compte, et c'est le cas pour Mendeleïev, c'est des gens qui réfléchissaient à ces questions-là depuis des semaines, des mois, des années. Et en fait, tout d'un coup, pendant leur sommeil, il y a 2-3 briques qui se sont assemblées, mais c'est pas leur rêve qui tout d'un coup leur a permis de comprendre tout. C'est juste qu'un peu au calme, peut-être qu'effectivement ton sommeil, retravaillant tous tes souvenirs et continuant à travailler, tout d'un coup il fait « Ah, mais oui, bien sûr, c'est ça ». Pour revenir à ce que tu disais, donc c'est ce que tu nous expliquais sur le fait que quand tu dors, ton cerveau reprend un peu toutes les briques de ce à quoi tu as pensé et de tes expériences pour essayer d'en apprendre quelque chose. Exactement.
et continue de réfléchir. Mais ce genre de vision, ça aurait pu aussi certainement, enfin de vision, je veux pas appeler ça une vision, mais en tout cas de prémonition ou de découverte, peuvent très bien avoir lieu, je pense, pendant un moment où tu es un peu dans la lune. Tu vois, oui. Tu réfléchis, tu penses ne penser à rien. En fait, il y a un exemple beaucoup plus concret qu'on a tous vécu, c'est celui où on cherche un mot ou le nom d'une personne et on n'y arrive pas. Et c'est horrible, on est mais c'est pas possible, je la connais, c'est quoi ce truc, comment elle s'appelle déjà cette personne? Et on oublie, et 2 jours plus tard, sans crier gare, tout d'un coup le nom te revient d'un coup. Alors ça, on n'est pas capable forcément d'expliquer absolument ce phénomène, mais très certainement, c'est que la tâche que ton cerveau voulait faire sur le coup, c'était de trouver ce nom-là, même si consciemment, tout d'un coup, tu l'enterres un peu, tu penses à autre chose et tu recommences ta vie normale, bah, cette tâche-là, elle reste en fond, et elle continue de tourner. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe qui fait « bingo, ça y est, je m'en rappelle ». Pendant le sommeil, potentiellement, la même chose peut se passer. Donc, tu as une personne qui est en train de réfléchir depuis des semaines à une question, et effectivement, à un moment donné, peut-être pendant le sommeil, elle va découvrir la clé qui va lui permettre de résoudre le problème, ou de prédire, guillemets, quote, l'avenir, avoir une prémonition, mais très certainement parce qu'elle réfléchissait à qu'est-ce qui va se passer dans le futur depuis longtemps. Mais scientifiquement, on peut pas aller bien plus loin que ça. J'allais bien en parler un petit peu à la fin de ce truc-là, donc je vais en parler maintenant, hein, tant qu'à faire. Ouais, vas-y. Visiblement, les gens appellent ça l'effet Tetris. C'est-à-dire, quand tu joues énormément à Tetris ou à Candy Crush, par exemple, toute la journée, tu finis par rêver de briques qui tombent ou de bonbons qui explosent. Et il semblerait que les scientifiques comme Mendeleïev, Bohr ou d'autres, c'est ce que tu décris là, Adrien, c'est comme ils y réfléchissent toute la journée, tout le temps. Bah, la nuit, ils continuent à y réfléchir et effectivement, ça se fait un peu différemment. Ah ouais, non, mais c'est exactement ça. Ah ouais. Ah, l'effet Tetris, je pense qu'on l'a tous vécu, non? Enfin, moi, ouais, c'est clair. Oui, moi aussi. Moi, j'ai joué un seul week-end à Candy Crush, j'ai rêvé que de bonbons qui explosaient. Ah ouais. Ah, c'est fou. Hein. C'est une drogue. Et alors, sur les rêves prémonitoires, puisque tant qu'à faire, je vais niquer la fin de mon truc, y a un mec qui s'appelle Robert Todd Carroll, qui a écrit le Skeptics Dictionary, et qui explique les rêves prémonitoires par la théorie des grands nombres. Il dit, si, par exemple, la probabilité qu'un accident d'avion ait lieu le lendemain du jour où une personne a rêvé d'accident d'avion, c'est 1 sur 1 million, comme on a 6 milliards d'humains qui font en moyenne 250 thèmes de rêves par nuit. Donc pas 250 rêves, hein, mais 250 thèmes. Ouais. Et bah, si on fait le calcul, ça fait qu'il y a environ 1,5 million de personnes par jour qui font des rêves d'avions qui s'écrasent, et donc... à chaque fois qu'un avion s'écrase, il y a 1,5 million de personnes qui ont fait le rêve prémonitoire de l'avion qui allait s'écraser. C'est des probas, quoi. Ouais, ça oui, se tient pas mal la route, je pense. Je pense que c'est la même chose que tu as un biais de sélection aussi derrière, un biais de confirmation. C'est la même chose que quand tu penses à quelqu'un et il t'appelle. Ouais, tu t'en souviens que les fois où, effectivement, ça s'est passé comme ça. Tu t'en souviens que quand ça se passe, mais le nombre de fois où tu penses à quelqu'un... Normalement, c'est un peu plus... Enfin, moi, je sais pas, je pense pas beaucoup aux autres, mais... Non, mais en revanche, tu vois, ça me fait penser à quelque chose. C'est aussi, on a tous vécu le moment où tu apprends un nouveau mot ou un nouveau concept, j'en sais rien, et tu as l'impression que la semaine qui suit, tu le vois lis partout. 3 fois. Ouais, exactement. Ouais. Et ça, c'est pas parfaitement relié, mais je pense que c'est intéressant de le souligner, c'est que la perception que tu as du monde, en fait, dépend de la mémoire que tu as du monde. Tu ne perçois que ce que tu sais, hein, en grosso modo. Et effectivement, ce nouveau concept ou ce nouveau mot, cette nouvelle personne dont tu viens d'apprendre l'existence, elle était toujours présente depuis le début autour de toi, sauf que tu n'y prêtais aucune attention, parce que tu ne connaissais pas. Mais alors, pour illustrer ça, moi j'ai un exemple qui est hyper marquant. Pour préparer cette émission, j'ai fait énormément de recherches. Non, mais en gros, je me suis juste rappelé du titre d'Asimov, d'un bouquin que j'ai pas lu. Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? C'est Philippe K. Dick, mais... Ouais, c'est Philippe K. Dick. Hein. Mais moi, j'ai lu celui d'Asimov, du coup. Okay. Donc, c'est Philippe K. Dick. Et du coup, ces 3 jours, j'ai vu au moins 5 références à ce bouquin. Ouais. Il y en a une que tu connais bien, quand même. Parce que c'est quand même le bouquin à la base de Blade Runner. Oui. Oui, mais un ami m'a envoyé une photo, je crois que Sébastien, tu l'as eu aussi. J'ai vu d'autres trucs passer sur Twitter là-dessus, alors qu'il n'y avait aucune raison. Ah ouais, ouais, typique. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, est-ce que les ordinateurs ou les robots peuvent rêver? Ouais, alors...
tu sais, il y a un grand débat en ce moment, j'allais dire en neurosciences et en intelligence artificielle, c'est est-ce que le cerveau est un ordinateur? Ouais. Et si tu regardes vraiment dans les définitions de ce que c'est qu'un ordinateur, de la théorie de l'information, de l'informatique, Turing et compagnie, tu peux dire oui, tout à fait, hein, un cerveau, c'est un ordinateur. Après, c'est-à-dire qu'en fait, il prend de l'information, il la transforme, et il produit quelque chose avec ça. C'est vrai que tu as toujours quand même l'envie de répondre oui, mais ça fait aussi des trucs qu'un ordinateur ne fera jamais. Enfin, en tout cas, ne fait toujours pas. Après, c'est justement là où ça rentre dans la sémantique, parce que quand on parle d'un ordinateur, on a toujours l'impression que c'est l'ordinateur qu'on a chez soi, le laptop ou son ordinateur de bureau. Effectivement, un ordinateur au sens mathématique du terme, c'est bien plus universel que ça. Mais en fait, c'est un truc que je trouve assez fondamental, c'est qu'effectivement, le cerveau est en fait quand même un système qui est fermé sur lui-même, principalement. C'est-à-dire qu'il s'écoute lui-même la plupart du temps. Et il est légèrement biaisé par les entrées sensorielles extérieures. Et qui fait que dès que tu t'endors, bah, ça ne change pas grand-chose à sa vie en fait. Et il se met à totalement halluciner et à rêver. Et si tu regardes l'activité des neurones par exemple, si tu regardes le nombre d'impulsions électriques qu'ils émettent par seconde, eh ben elle change pas. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas besoin d'avoir des entrées extérieures pour générer de l'activité dans ton cerveau. Cette activité, elle est générée de façon totalement intrinsèque. D'accord. Et du coup, t'as des boucles. Ouais. Du coup, moi, la question qui me vient et qui est un peu connectée, c'est quand on est éveillé, ces perceptions extérieures, on les intègre complètement. Et j'ai l'impression que c'est un peu vrai aussi quand on dort. Que si t'as froid pendant que tu dors, tu vas un peu rêver que t'as froid. Ouais, alors exactement. C'est quelque chose ça qui a été montré, c'est qu'effectivement des bruits ou des sensations vont être intégrés dans tes rêves. Et ça c'est connu depuis assez longtemps. C'est-à-dire que, alors c'est très intéressant de voir comment une sensation, par exemple un bruit, va être distordu et va être interprété d'une manière totalement différente pendant le rêve. Je sais pas, hein. Il y a des choses comme ça qui sont des rêves connus qui ont été rapportés dans la littérature, dans des études, mais une sensation, par exemple, quelque chose qui te tombe sur la tête. Il y a un rêve qui est très connu, c'est celui d'Alfred Maury, qui était un intellectuel français du 19e siècle, et il raconte en fait le rêve de la guillotine, où il rêve qu'il est pendant la terreur, qu'il parle avec Robespierre, qu'il se fait condamner à mort et qu'il se fait guillotiner, alors qu'en fait c'est juste le barreau de son lit qui venait de lui taper sur le cou. Donc c'est comment t'incorpores en fait une sensation comme ça extérieure et que t'en crées toute une histoire à un moment. Autre question qu'on a fait dans notre grande liste de questions, parce que pour une fois on a préparé, on s'est dit bon, on fait pas beaucoup de boulot, donc on peut au moins penser à quelques questions. C'était une question de Seb sur Jumanji. Du coup, oui. Quand on meurt dans un rêve, on meurt dans la réalité comme dans Jumanji ou... Alors là, je dois avouer que je suis pas très calé de Jumanji. C'est un peu une partie obscure de ma culture. J'ai un peu loupé le coche. Mais il y a un truc intéressant dans la question, c'est qu'effectivement, est-ce qu'on meurt dans nos rêves, quoi? Et perso, ça m'est jamais arrivé. T'as toujours l'impression, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, que parfois t'es dans des cas un peu extrêmes, que tu vas tomber, et paf, tu te réveilles. Mais est-ce que c'est vrai? Malheureusement, je serais assez incapable de te dire, cher Guillaume. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de mourir dans son rêve? Je serais bien curieux de savoir. Je pense pas, en fait. Ou alors peut-être que quand tu meurs dans ton rêve, tu meurs dans ton sommeil. Du coup, on peut garder cette hypothèse. Oui. On peut, en fait, non, mais on ne peut pas réfuter l'hypothèse. C'est ce que j'essaye de dire. Scientifiquement, elle reste possible. J'ai vu un documentaire là-dessus sur un mec qui utilisait ça pour tuer les gens dans leur sommeil en allant dans leurs rêves pour les tuer. Un documentaire. C'est dans X-Files. C'est pas dans X-Files. Non, c'était un documentaire sur un mec qui s'appelait Freddy ou je sais plus quoi. Qui avait un peu des problèmes de peau. Oui, bien sûr. Oui. Pardon, je t'ai coupé avec mes conneries, Seb. Non, je disais juste qu'il avait des problèmes de peau, Freddy. Ah. Et la paralysie du sommeil, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Ouais, alors ça c'est aussi, il y a plein de trucs un peu marrants comme ça pendant le sommeil, la paralysie ou le somnambulisme. C'est qu'en fait, ton cerveau, c'est pas un seul bloc qui est parfaitement orchestré. C'est plein de structures qui sont couplées les unes aux autres, qui interagissent les unes avec les autres. Mais parfois, elles agissent de façon un peu indépendante. Et notamment, pendant que tu passes d'un cycle à un autre, certaines se réveillent plutôt que les autres. Et le somnambulisme, certainement, c'est un peu ça. C'est que, t'as ton cortex moteur qui va se réveiller.
Alors tu te lèves et tu te mets debout, alors que t'as le reste du cerveau qui est complètement endormi. Alors le cortex moteur, le truc qui est bien, c'est qu'il est pas très intelligent non plus. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas pas te mettre à aller faire de composer une symphonie ou peindre une pièce maîtresse. Ah ouais, t'es sûr de ça? Peinture. Bah écoute, moi de ce que je sais, c'est que la plupart des somnambules, ils vont à la cuisine, ils ouvrent le frigo et ils bouffent. Est-ce que tu connais Kenneth Parks, toi qui es canadien d'adoption? Attends, ça me dit quelque chose. Non, je suis pas sûr. Alors, Kenneth Parks, je te peins la scène, tu vois, on est le 24 mai 87. On est à côté de Picting dans l'Ontario. Okay. Et là, les flics, ils voient arriver un mec qui est relativement jeune, hein, il a 23 ans à l'époque, et les flics voient arriver un mec au petit matin qui est couvert de sang et qui leur dit je crois que je viens de tuer 2 personnes. Je suis pas sûr, mais... Alors, si tu veux, Kenneth Parks, à l'époque, il n'est pas dans une situation idéale. Hein. Il a un petit problème d'addiction au jeu, ce qui fait qu'il est dans une situation de dette massive. Ah, c'est pas jeu vidéo, un jeu... au jeu d'argent, ouais. Pour aider tout ça, il a détourné des dizaines de milliers de dollars. Alors, c'est des dollars canadiens, je sais pas si c'est une vraie monnaie, mais... Ouais, ça vaut plus grand-chose, là. Donc, il a détourné des dizaines de milliers de dollars des comptes de son employeur, donc il s'est fait virer. Ce qui arrive. Donc, il n'est pas dans une situation hyper stable. Hein. D'ailleurs, il n'a pas vu, c'est important, il n'a pas vu sa belle famille depuis quelques mois. Et justement, ce jour-là, il avait prévu d'aller les voir, parce qu'ils organisaient un barbecue, il avait prévu d'aller les voir et de leur parler. Alors, il faut savoir qu'en plus, pour arranger les choses, le couple vient d'avoir un bébé. Mmh. Et à cause de ces problèmes-là, y a des disputes fréquentes. Donc, finalement, Kenneth Parks, ça fait quelques semaines qu'il dort sur le canapé. Grâce à son problème de jeu, un bon point dans les temps qui courent, c'est qu'il a une certaine distanciation sociale. Hein. Plus personne ne veut lui parler. Ce qui fait que dans cette situation-là, il est très stressé et ça provoque chez lui des maux de tête et des insomnies. Alors, le 24, il s'avère qu'il s'est levé très tôt le matin et qu'il est parti en voiture. Il a fait les 20 bornes qui le séparent de chez ses beaux-parents. Mmh. Là, il arrive devant chez ses beaux-parents, il a la clé, donc il peut rentrer. Mais d'abord, il va prendre dans sa voiture un démonte-pneus. Il va rentrer dans la maison, il va décrocher le téléphone. Et là, il va étrangler son beau-père, il va tabasser sa belle-mère à coups de démonte-pneus, et il va ensuite leur donner des coups de couteau. Bien sûr. Sur le chemin du retour, il passe devant chez les ados, parce qu'ils ont encore 2 adolescentes à la maison, sans s'arrêter. Et finalement, il reprend sa voiture, et il va arriver à 4h45 au commissariat, en disant « Je crois que je viens de tuer 2 personnes ». Et il a les mains qui sont ruinées, les tendons des mains qui sont coupés par le couteau. Et du coup, lui, c'est ça sa défense. Il dit « J'étais somnambule ». Ouais, mais ça passe pas l'analyse psychiatrique. Alors, il dit « J'étais somnambule » et on va lui faire un électroencéphalogramme pour vérifier. Et on se rend compte qu'il a des phases du sommeil qui sont extrêmement irrégulières. Mais à un point qui dépasse la plupart des cas qu'on connaît de parasomnie. Donc des gens qui ont des petits problèmes justement d'activité cérébrale pendant le sommeil. Le problème dans sa défense, c'est que lui, il n'a pas une très forte histoire de somnambulisme. En général, c'est quelque chose dont on fait l'expérience assez régulièrement. Mmh. Lui, sa mère se souvient quand même d'un incident où elle l'a empêché de sauter de la fenêtre du 6e. Hein. Mais il y a quelques cas dans sa famille, mais par exemple, sa femme l'a jamais vu avoir de problème de somnambulisme. Un autre problème, c'est comme tu le disais, normalement, on fait des trucs qui sont habituels quand on est somnambule. Peut-être qu'il avait l'habitude de démonter des pneus. Non, mais on fait de la cuisine, par exemple. Un truc que j'ai lu qui se fait souvent aussi, c'est qu'on va pisser. Ah ouais. Rarement dans les toilettes. Mais on va pisser, on peut s'habiller, voire on va conduire. Mais on fait des choses qui sont très très habituelles. Enfin, on n'a pas l'habitude d'aller tuer des gens. Et le dernier problème qu'on trouve, c'est qu'il y a des vrais signes de lutte sur place. Donc là, le beau-père est pas mort, la belle-mère, elle, est morte, et on voit qu'elle s'est débattue. Et toute la question, c'est de dire, mais attends, s'ils sont débattus, il y a un moment où il a dû se réveiller. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, on peut réveiller un somnambule. Tout à fait. C'est pas conseillé, c'est très dur, apparemment, de réveiller un somnambule, mais on peut le faire, notamment quand on voit qu'il va tuer quelqu'un. C'est un bon moment où le réveiller. Alors, c'est pas des trucs habituels, mais c'est quand même quelque chose il y a une certaine familiarité, par exemple, dans son trajet. C'est un trajet qu'il connaît, qu'il a déjà fait plusieurs fois. Mmh. Et en fait, ce qu'on va soulever aussi, c'est la probabilité d'allier à la fois le somnambulisme et les hallucinations. C'est-à-dire qu'il peut avoir un problème de rêve éveillé, finalement. Ce qui pourrait être expliqué par tout le stress qu'il a. Et comme en plus,
finalement, on lui a fait faire plein d'entretiens avec la police et on va essayer de le pousser à l'erreur, justement. Je crois qu'il va donner 7 dépositions différentes, à 7 moments différents. Et à chaque fois, on le pousse à l'erreur et en fait, il dit toujours la même chose et c'est conforme à ce qu'on peut vérifier. Et qu'en plus, en fait, il n'a pas vraiment de motif. Et l'héritage l'héritage, c'est sa femme. Et il y a les 2 adolescentes. Tu vois, s'il était parti pour prendre l'héritage, il aurait tué les gamines aussi. C'est pas faux, ouais. Donc finalement, il va être acquitté. Non, mais en général, t'as un cas comme ça, il est injugeable. T'es envoyé en hôpital psychiatrique en maison spécialisée. Et en fait, ça a été la suite. Donc lui, il a été acquitté au bénéfice du doute sur le côté volontaire de son acte. Oui. La Cour suprême du Canada, en fait, on lui a demandé de trancher parce que il y a eu un conflit. On s'est dit, mais non, c'est pas une question il a pas fait ça volontairement, c'est qu'il est fou. Et en fait, c'est pas tout à fait la même chose que d'acquitter quelqu'un parce qu'il est fou que parce qu'il a pas fait un acte volontaire. Notamment, le fou, on va plutôt l'interner derrière. Mais la Cour suprême du Canada va en fait valider le fait que c'était pas un acte volontaire, donc il est sorti libre de son procès. Et aujourd'hui, il est en liberté ? Et aujourd'hui, je crois qu'il est en liberté. Alors, je t'avoue que je connais pas les tenants et les aboutissants de sa vie, mais il a été libéré. Okay. Et en fait, il y a plein de cas comme ça Il y a un cas qui m'a fait assez rire, et c'est 100 ans plus tôt. C'est le cas de Robert Ledru. Alors lui, Robert Ledru, il est bien de chez nous. Hein. Oui. Et Robert Ledru, lui, c'est un enquêteur. C'est un policier qui est envoyé au Havre parce qu'en fait, donc lui, il est parisien. Il est envoyé au Havre parce qu'il y a eu plusieurs disparitions de marins qu'on ne sait pas trop expliquer. Et du coup, il va arriver sur place pour enquêter. Mais en arrivant, au premier matin, donc il dort sur place et il arrive au commissariat, il se présente et on lui dit « Attends, ton affaire, c'est bien, mais là, on a plus urgent. On a un mec qui s'est fait abattre de façon un peu étrange, froidement, sur la plage. » Et ce mec-là, c'est André Monet, donc qui est un vacancier parisien. Donc on va commencer à enquêter. Il n'y a aucune idée du mobile, aucune idée de... Enfin, c'est un meurtre qui a l'air complètement au hasard. Et en fait, ils vont commencer à aller sur la plage et à recueillir des empreintes. Des empreintes qui font vraiment un aller jusqu'au cadavre et un retour ensuite. Donc le mec est venu, il a buté le vacancier et il est reparti. Et Robert Ledru, il se dit c'est marrant. C'est assez marrant, ces empreintes, elles m'ont l'air familières. Il va commencer à réfléchir à ces empreintes. Donc c'est décrit comme il est complètement immobile pendant des heures, on dirait une statue, dans les récits que j'ai lus, jusqu'à son moment Eureka. Et en fait, un moment Eureka qui va coïncider au moment où on lui apporte la balle. Alors ça fait très roman policier, on lui apporte la balle et il dit « J'ai trouvé, je sais qui est le tueur ». Là, tout le monde autour de lui se rassemble et il dit « Le tueur, c'est moi ». Ok. Et en fait, parce que la balle correspond effectivement à son arme, qui est une arme allemande qui est assez rare. Et en fait, à l'intérieur de son arme, quand il regarde, il voit qu'il y a une chemise qui est encore là, une chemise de balle, mais qui a plus la balle. Donc, il a tiré une balle. Et il se rend compte aussi que l'empreinte, finalement, pourquoi elle est familière ? Parce que c'est la sienne. Parce que c'est la sienne et ça se reconnaît assez bien parce qu'il lui manque un orteil. Ah, il était pieds nus ? Non, il avait sa chaussette, mais sur l'empreinte, on voit qu'il y a un endroit qui appuie moins. Ouais, d'accord. Et lui, en plus, quand il s'est levé ce matin, il s'est dit « Tiens, c'est bizarre, hein, mes chaussettes, elles sont trempées. » Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va le placer à l'isolement. On va lui donner un pistolet qui est chargé à blanc. Et on se rend compte qu'à un moment, quelques jours plus tard, dans la nuit, il se lève, il braque un gardien avec le pistolet et il tire. Alors, il tire à blanc et il s'en rend pas compte. Ça va convaincre les autorités que c'est lui. Il va pas être inquiété. Alors, il va pas être inquiété. Il va pas être condamné pour ça. Mais il va passer les 50 ans de sa vie qui lui restent à l'écart, dans une ferme qui est gardée par des gens armés. Parce que toute la nuit, il sort et il tire. Et voilà, parce que en fait, Robert Ledru, c'est donc l'inspecteur qui s'est arrêté lui-même. Mais il avait un PTSD, il a fait la guerre ou un truc comme ça, ce mec ou... Alors, je sais pas trop. Je t'avoue que dans les récits que j'ai lus, il y avait pas... le seul truc qu'on disait, c'était que c'était un mec qui était hyper droit, qui avait démantelé un réseau d'activistes politiques qui touchait toutes les strates de la société et que donc il avait pas peur de s'en prendre aux gens de pouvoir et tout ça. Mais sinon, non. C'est juste un mec qui était somnambule et qui s'est arrêté lui-même. Bon, après, ça peut être plusieurs trucs, hein. C'est pas forcément du somnambulisme. Il y a des cas où, effectivement, c'est du sommeil paradoxal qui commence à se déréguler, ou c'est des gens qui commencent à énormément bouger pendant leurs rêves.
Et ça, je voudrais dire aux millions d'auditeurs aujourd'hui qu'il faut absolument aller consulter un neurologue. Hein. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça commence à être assez bien établi que c'est des signes extrêmement précoces de Parkinson, par exemple. C'est-à-dire que vraiment, avant de vraiment développer un Parkinson, j'allais dire, le diagnostic peut être posé, 10-15 ans avant, on se rend compte, chez certains patients, qu'il y avait des dérèglements comme ça du sommeil paradoxal. Et on commence maintenant à établir le lien entre ces différentes observations. Donc, si ton conjoint te dit mais la nuit dernière, tu as commencé à faire n'importe quoi dans le lit, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est le moment de se dire que une petite consultation, ça serait pas une mauvaise idée. Voilà, le conseil médical. Si vous tuez des gens dans votre sommeil, vous avez peut-être Parkinson. Allez consulter. Et attends, tu parles de tuerie, mais il y a des cas de viol pendant le sommeil entre conjoints. Oui, moi je connais. C'est fréquent. Hein. Moi je connais quelqu'un qui est sexomniaque. Ouais. C'est-à-dire c'est-à-dire que très régulièrement, il a des relations sexuelles pendant son sommeil avec sa conjointe qui est depuis devenue sa femme. Donc ça la gêne pas tout le temps, apparemment. Mais ça lui est arrivé le matin, elle lui dit « dis donc, t'étais en forme hier, tu t'es réveillé au milieu de la nuit et t'avais l'air d'en avoir très envie, et pas que l'air. » Et lui ne s'en souvient absolument pas. Ah ouais, c'est... Aucun souvenir de ça. Apparemment, ça arrive. Et attends, j'allais poser une question du coup. L'apnée du sommeil, c'est un rapport avec tout ça ou pas du tout ? C'est un rapport... oui et non, c'est juste qu'effectivement, tu as des parties motrices, en fait, de ce que je comprends, c'est que tu as des parties motrices qui sont un peu inhibées et que tu vas te mettre à pas bien respirer à cause de ça, en fait. Donc, tu as une certaine dépression de ta respiration et effectivement, tu vas te mettre à oublier de respirer de temps en temps. D'accord. Est-ce que le lien exact, je m'en rappelle pas, je suis pas certain, mais effectivement, il y a un lien. Ok. Mais c'est pas du somnambulisme ou un Parkinson précoce ou des trucs comme ça. Non, en revanche, il faut le traiter, hein, parce que c'est pas, ça a des conséquences quand même sur la journée d'après qui sont pas négligeables. Ouais, puis à long terme sur le cerveau, ça doit pas être terrible. Voilà, par exemple. Et du coup, sur la paralysie du sommeil, il y a un peu de ça aussi. C'est ça qui a donné beaucoup de. Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est l'inverse du somnambulisme. C'est que tu reprends conscience, alors que ton cortex moteur, lui, il est complètement endormi. Enfin, ton cortex, en fait, c'est même pas le cortex, je veux pas dire cortex, hein, c'est ton système moteur. Donc, t'es totalement conscient, mais t'es incapable de bouger. Ça arrive assez fréquemment chez les enfants et les ados, ça disparaît en général à l'âge adulte. Il y a rien de grave. Ouais, j'ai oublié de dire, je crois que les somnambulismes, c'est jusqu'à 2% de la population. Ouais. Et la paralysie du sommeil, ça a eu aussi parce que j'avais parlé d'exorcisme il y a très longtemps. Il y a beaucoup de cas qui sont de pseudo-possession qui sont associés à de la paralysie du sommeil parce que fréquemment, une des hallucinations qu'on a, c'est justement de voir des démons qui nous empêchent de bouger. Ah ouais, c'est ce qu'on disait sur la guillotine tout à l'heure, c'est le cerveau qui imagine que c'est un truc qui l'empêche de bouger, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé, je m'en rappelle, hein, je devais avoir 6 ou 7 ans. J'ai un très bon souvenir d'une paralysie de sommeil, c'est assez bizarre sur le coup. En revanche, j'avais pas vu de monstre. Donc, encore une fois, c'est un peu l'interprétation que t'en fais après, mais c'est assez étonnant sur le coup. Tu dis, mais je peux pas bouger. Mais que se passe-t-il ? Et toi, du coup, Seb, de ton côté, tu nous avais trouvé quelques histoires de rêves ? Non, moi, je voulais parler de comment le rêve influence l'histoire, mais la grande histoire, avec un grand H. Bon, alors, je peux pas repartir jusqu'au néolithique parce que, à part la grotte de Lascaux, et je la connaissais pas, on n'a pas beaucoup de preuves, hein. Mais en gros, au début de l'humanité, comme à chaque fois que l'être humain il comprend pas quelque chose, il l'attribue à une divinité quelconque. Donc, comme il comprend pas ses rêves, il dit que c'est Dieu qui lui parle. C'est assez classique. Et puis alors il brode après autour de ça. On se souvient des Indiens Delaware dont j'avais parlé au moment des tortues cosmiques, pour qui le créateur a rêvé le monde avant de le créer. Chez les aborigènes d'Australie, toute la création du monde se fait pendant le temps du rêve, où il y a des serpents arc-en-ciel qui font des rivières en se traînant sur le sol et tout. Enfin, c'est assez joli. Mais dans toutes les religions, c'est pareil. Dans l'Ancien Testament, en gros, à chaque fois que Dieu ou un ange parle à un prophète, quel qu'il soit, ou à Noé, ou enfin tous les mecs qui parlent un peu avec Dieu, c'est pendant un rêve. Ce qu'ils appellent sa vision, mais en fait, c'est un problème de traduction, c'est toujours un rêve. La seule exception, c'est Moïse. C'est le buisson ardent, c'est pendant la journée.
Ouais, mais il le rêve pas, ça. Ou alors il faisait des rêves éveillés, Moïse, hein, c'est possible aussi. Il a quand même prétendu qu'il avait ouvert la mer en deux. Bon. Et Joseph Smith. Ah bah alors, je suis allé chercher, il dit vision aussi. Mais alors là, pour le coup, il n'y a plus de problème de traduction, parce qu'a priori, il parlait pas en hébreu. Je sais pas. D'accord. Bon, on en reparlera peut-être un jour des Mormons, parce que Joseph Smith, c'est assez marrant quand même, son truc, mais ça, je sais pas. Dans l'Ancien Testament, hein, il y a 43 rêves. Donc qui sont des mecs qui parlent avec des anges ou Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y en a que 9. Mais bon, ils parlent un petit peu moins avec Dieu dans le Nouveau. Donc voilà. Bah, disons qu'il y a son fils qui est là, quoi. Ouais, voilà, direct, il n'y a pas besoin facile. Voilà. Dans l'islam, c'est pareil, hein, Mahomet, il reçoit le Coran alors qu'il est en train de rêver dans la grotte de Hira. Bon, donc tout ça, on peut supposer que c'est dès le début de l'histoire, c'est comme ça que le rêve a influencé l'histoire. Mais très vite, après, on se sert des rêves, alors pour faire de la divination à la petite semaine, et puis pour justifier des grands projets. Hein, quand on est roi, par exemple, et qu'on a un peu de pognon et qu'on sait pas trop quoi en faire, et on se fait construire des palais ou des temples en disant que c'est parce qu'on a rêvé. En moins 3100 avant Jésus-Christ, par exemple, il y a un Mésopotamien, alors qui interprète les rêves et tout, et puis qui se fait construire un temple comme ça. On a un certain Gudéa, qui est roi de Lagash en Mésopotamie, toujours, qui vers moins 2100, pardon, il rêve du dieu Ningirsu, qui lui dit « Il faut que tu me construises un temple ». Ah bah du coup, il construit un temple. Il fait ça dans toutes les villes où il passe. Enfin, il fait construire. Oui, bah oui. Il est roi, lui. Oui, toujours. C'est ça, c'est quand il faut que tu occupes un petit peu les gens, quoi. Ça permet aussi de faire des histoires. Hein. Dans l'épopée de Gilgamesh, il y a plein de rêves où ils prévoient ce qui va se passer, où on leur donne des missions pendant les rêves. Dans l'Iliade, pareil. Hein. Zeus, il parle à Agamemnon pendant un rêve, etc. On commence à dire que c'est des oracles, bien sûr. Vers moins 1400 avant Jésus-Christ, Toutmosis IV, qui donc va devenir pharaon, dit qu'il s'est endormi entre les pattes du sphinx et que le sphinx lui a parlé et lui a dit « Il faut que ça soit toi qui gères l'Égypte parce que tes frangins, c'est un petit peu dépaumé, ça va pas le faire. » Et du coup, tu vas choper une insolation. Ouais, aussi. Du coup, Toutmosis, il assassine ses frangins et puis il devient pharaon. C'est pratique, hein. Tu justifies un petit peu tout avec un rêve. Après, on avance un petit peu dans la Grèce antique. On a un dieu des rêves, hein, Morphée, bien sûr. Puis on a des courants mystiques pour qui le rêve est un truc spirituel, quoi, un petit peu des choses qu'on va retrouver en Orient à peu près à la même époque. Oui, parce que c'est pas les Chinois qui ont inventé le rêve. Si, sûrement. Alors non, les Chinois, ils ont inventé un autre truc, on va en parler un peu après. Chez les Grecs, il y a une secte qui sont les orphistes, donc ils viennent de Orphée. Et l'école de Pythagore, où il y a tout un truc sur les rêves, où c'est le ciel qui te parle et qui te parle de toi, etc. Et puis on a le culte d'Asclépios, qui est un peu un dieu de la médecine, qui crée en fait le rite de l'incubation. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, et plus tard dans l'histoire et un peu partout dans le monde, hein, on va faire dormir des gens qui sont malades, donc soit près de la statue d'un dieu de la médecine, soit dans des cimetières, soit dans des églises ou dans des temples quelconques, en espérant que leur rêve va les guérir. C'est pas comme ça qu'on soigne grand monde, hein. N'essayez pas ça chez vous. Prenez plutôt de la chloroquine. Voilà. Mais ça va durer pendant longtemps, cette histoire d'incubation-là. Et alors, au même moment, ceci dit, en Grèce antique, on commence à avoir des mecs qui parlent du rêve de façon un petit peu plus sérieuse. On a Démocrite et Platon, par exemple, qui écrivent que le rêve est le lieu des désirs et des fantasmes, qui commencent à imaginer ce que pourra faire la psychanalyse plus tard. Aristote et Hippocrate, eux, pensent que les rêves sont influencés par la maladie et les activités physiologiques du corps, et qui peuvent aider à diagnostiquer une maladie. D'accord. Parkinson, par exemple. Donc, encore une fois, si tu tues chez toi. Ouais. Hérodote, lui, c'est un des premiers à dire que les rêves sont produits par les pensées et les conversations que le rêveur a eues pendant la journée. Ce qui est un peu lié avec ce que tu nous disais, Adrien, sur le sommeil lent, enfin à ondes lentes. Ouais, c'est ça, exactement. Où ça te permet d'emmagasiner ce que tu as fait pendant la journée, quoi. Ouais. Ça veut pas dire qu'il n'y ait pas de traces de ce que tu as fait récemment dans tes rêves, hein, dans tes rêves de sommeil paradoxal. Mais quand tu étudies ça chez des animaux, c'est beaucoup moins clair. Alors que le sommeil à ondes lentes, là, tu le vois vraiment. D'accord. Et Hippocrate, donc à la même époque, dit que pendant la journée, l'âme reçoit des images, pendant la nuit, elle en produit.
C'est un peu ce qu'on disait là quand on dit que le rêve interprète les signaux qu'il a à l'extérieur, quoi, je crois. Bah, je pense que ça ressemble, en tout cas. Ça ressemble. Ouais, non, mais c'est surtout dire que ton cerveau est capable de simuler une certaine réalité par lui-même. Donc, il produit des images aussi bien que, ou en tout cas aussi fidèles que celles que tu reçois quand tu es éveillé. Donc, Elle est pas mal cette phrase, je la connaissais pas. Alors, je l'ai un peu adapté. Si tu veux, je t'enverrai l'original. Donc, pas con, Hippocrate quand même. Alors du coup, en Asie, en Chine par exemple, toujours à la même époque, hein, donc là on est moins 500, moins 400, moins 500 avant Jésus-Christ, on a un sage taoïste qui s'appelle Chuang-Tzu, qui écrit la parabole du rêve du papillon. Il dit, un jour, Chuang-Tzu rêve qu'il est un papillon. Alors pendant son rêve, il est libre, c'est hyper bien, ok, c'est super d'être un papillon, au point que dans son rêve, il oublie qu'il est un homme. Et quand il se réveille, il se souvient d'un coup qu'il est un homme. Et là... il se dit, mais est-ce que c'est bien moi qui ai rêvé que j'étais un papillon, ou est-ce que c'est un papillon qui est en train de rêver qu'il est Chuang-Tzu ? C'est le premier à dire, bah attendez, on n'est pas bien sûr qu'on soit pas dans la matrice là en fait les gars. C'est ça, donc c'est les Chinois qui ont inventé la matrice. Bah ouais, ils sont tout inventés. Bon, on fait un petit saut dans le temps, 2e siècle après Jésus-Christ, on a 2 faits marquants pour le rêve. D'abord, on a Artémidore de Daldis, qui va écrire l'Onirocriticon, qui est un des premiers systèmes élaborés d'interprétation des rêves, donc qui va être repris beaucoup de fois. Hein. Et puis, surtout, on a Constantin, un certain empereur romain. Voilà. Constantin et sa bannière. Et voilà, qui à la veille de la bataille du pont de Milvius, donc il va se battre contre un autre mec qui veut aussi être empereur. Dieu lui dit dans un rêve que si il peint le signe de Dieu donc sur le bouclier de ses troupes, il va gagner. Ni une ni deux. Le lendemain matin, Constantin, il fait peindre alors soit des croix, soit des chrismes, on n'est pas bien sûr, sur les boucliers de ses légionnaires, et puis il gagne. Bon, est-ce que c'est vrai ça ? On peut peut-être un peu en douter. Mais le fait est que Constantin a fait de l'Empire romain un empire chrétien, et que c'est lié, donc ça serait lié à ce rêve. Ce genre de truc, ça va être repris par Clovis un peu plus tard, qui aura un rêve où... Enfin non, c'est un ermite qui va avoir un rêve, qui va dire à la femme de Clovis de lui dire que si il change ses boucliers et qu'il enlève les 3 crapauds qu'il y a dessus pour mettre 3 fleurs de lys, il va gagner. Ouais, c'est quand même plus classe. Hein. C'est vrai que c'est plus classe. 3 crapauds, c'est un peu bon. Ouais, alors selon les versions, c'est 3 croissants ou 3 crapauds. Bon, je trouve que c'est plus drôle avec 3 crapauds. Au Moyen-Âge, on a en parallèle 2 choses. On a d'abord l'Église qui veut, limiter l'incubation, parce que voir des mecs qui dorment dans des cimetières, c'est pas cool. Et qui veut limiter l'interprétation des rêves et parce qu'elle dit que c'est lié à Satan, le rêve, des trucs comme ça. Puis surtout, il y a des rêves sexuels, alors c'est pas bien. L'Église est un petit peu, comment dire, ouais, mais si tu rêves en missionnaire. Je ne sais pas. Mais justement, saint Augustin se pose la question. Dans un de ses écrits, il se dit, mais est-ce qu'on est responsable des rêves sexuels ? Donc est-ce que c'est punissable ou pas ? Grande question dont on n'a pas la réponse en fait. Et on l'aura jamais a priori. Mais dans le même temps, on a aussi l'interprétation des rêves qui se démocratise, notamment parce que les moines, dans les monastères, ils font un peu des dream journal. Ils écrivent vachement sur leurs rêves et après ils commentent les rêves qu'ils ont faits. Alors bon, on peut supposer que, comme les bonnes sœurs dont tu parlais au début, Adrien, comme ils font que prier toute la journée, ils doivent rêver de prière, hein, ou de Dieu, ou d'anges, ou de trucs comme ça. Et donc, ils écrivent des pages et des pages là-dessus. Et puis, quand les moines sortent des monastères au moment de la création des ordres mendiants, et bah, toutes ces pages se répandent dans la population. Et la population se met à interpréter ses rêves aussi. Du coup, bon, bah, on a en parallèle les 2 trucs qui se passent. Ça va continuer à la Renaissance. On va redécouvrir l'Oniro Criticon, et il y a plein de mecs qui vont écrire des bouquins sur l'interprétation des rêves. Il y a une grosse mode de l'interprétation du rêve. Bah, ce qui est bien, c'est que c'est dur de se tromper. Ouais. Quand t'interprètes les rêves, a priori, bon. Ouais, ça va, tu peux dire un peu ce que tu veux, quoi. Et cette mode-là, ça va durer jusqu'au début du 19e siècle, au point où, t'as des charlatans, hein, qui sont payés pour interpréter les rêves des autres. Et bah, dans le Code civil, Napoléon, il va écrire que c'est interdit de faire ça, de faire le commerce de l'interprétation des rêves. Et cette loi, elle va rester en vigueur en France jusqu'en 1994. Ah ouais, c'est la fin de Mitterrand. Ouais, dernière année de Mitterrand, il s'est dit, bon, allez, d'accord. Voilà, c'est vrai qu'il fait pas rêver, Balladur, c'est peut-être ça. Bon. Si tu rêves de Balladur, peut-être qu'il faut que tu ailles voir ton neurologue. Aussi, ouais, c'est un signe. Bon, ensuite, au 19e siècle, on a les psychanalystes, Freud et Jung, qui se mettent à
interpréter les rêves. Alors pas de la même façon, hein, bien sûr, parce qu'ils sont d'accord sur rien, hein, de manière générale. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que il faudra en parler beaucoup, parce que j'aime pas trop la psychanalyse de manière générale. Mais voilà. Et puis ensuite, vous m'avez pris tout ce que j'allais dire. D'accord. Parce que donc, le rêve a influencé la science. Hein, donc, qu'est-ce qu'on avait dit ? La table périodique de Mendeleïev. Ouais. La structure du benzène. En fait, le mec aura rêvé d'un Ouroboros. C'est un serpent qui se mord la queue. Et il aurait dit « Ah, mais c'est ça, mais Eureka !» Et pas d'une table ou d'une chaise. Non. Puisque, pour ceux qui connaissent c'est vrai la chimie, on parle de configuration table et configuration chaise pour le benzène, si je ne m'abuse. Ouais. Selon des noms que j'ai oubliés, mais... Moi aussi. Mais il y a des mots savants pour dire ça. Mais je m'en souviens plus. Il y a la double hélice d'ADN aussi, qui aurait été rêvée par ses inventeurs. La structure de l'atome, par Niels Bohr. Bon, si je peux me permettre, la double hélice d'ADN, elle a surtout été volée. Ah ouais ? Ah bah ouais, bon, c'est une autre histoire, ça. Je chercherai, on en reparlera un jour. On parlera du vol de la double hélice. Ouais. Ça aurait influencé la littérature aussi, les rêves. Hein. Frankenstein, dont on parlait tout à l'heure, elle aurait eu l'idée en rêvant. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on aurait pu s'en douter. Tintin au Tibet, il paraît que Hergé a fait un rêve tout blanc, qui l'a traumatisé, et donc c'est ça qui lui aurait donné l'idée de Tintin au Tibet. Il y a Twilight aussi, la trilogie Twilight qui aurait été écrite suite à un rêve particulièrement vivace. Alors si vous rêvez de Twilight, c'est peut-être le moment aussi d'aller voir votre neurologue. Ouais, parce que vous avez des problèmes de goût. Il semblerait que ce soit un des symptômes. Que ce soit lié au coronavirus. Voilà. La musique, il paraît que Paul McCartney aurait rêvé la mélodie de Yesterday. D'accord. Et que, comment s'appelle-t-il, Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, en fait, il avait l'habitude de s'enregistrer avant de s'endormir avec sa guitare. Il dormait avec sa guitare à l'époque. Et un jour, il commence à faire ça. Il s'endort presque aussitôt parce qu'on peut imaginer qu'il était un peu raide. Hein, c'est quand même Keith Richards. Le lendemain matin, il se réveille, il se rend compte que la bande est finie, donc il la réécoute en se disant « Ouais, ça se trouve, j'ai fait des trucs de ouf ». Sur les 5 premières minutes, il y a un petit peu de guitare, ensuite il y a le riff de Satisfaction, et ensuite il y a 4 heures de ronflement. Mais bon, au moins il a le riff de Satisfaction, c'est déjà ça. Et puis, c'est connu, pour finir, la machine à coudre. Il semblerait que l'inventeur de la machine à coudre aurait rêvé qu'un roi voulait le tuer, et que s'il inventait pas la machine à coudre, et qu'au moment où le roi ordonne à ses soldats de le transpercer de leurs lances, il se rend compte que leurs lances ont un trou en haut, donc à l'opposé de l'endroit qui pique, et il se dit « Ah, Eureka, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. » D'accord. Est-ce que c'est non, vrai? mais tu vois, là, ce qui est intéressant dans tous ces exemples, c'est que Keith Richards, il a pas rêvé la double hélice d'ADN, en fait. Ouais, non. C'est parce qu'il dort avec sa guitare. C'est au tout début des Stones. Non, mais c'est aussi ce que dit Adrien. Ce que je comprends, c'est que tu dis qu'ils auront tous rêvé créé des œuvres à partir de ce qu'ils ont rêvé, mais que c'était des choses qui étaient dans leur domaine de compétences. Exactement. Ouais, plus ou moins. Sur la littérature, c'est un peu plus compliqué de dire que c'est dans leur domaine de compétences, mais c'est des écrivains, quoi. C'est ça, c'est des écrivains. Moi, je rêve d'une super histoire, je me mets pas à écrire un roman demain matin. Ouais, voilà. Mais quand t'es écrivain, tu rêves d'un truc de ouf. Pour peu que t'écrives un dream journal, en plus, voilà. C'est Dali aussi, hein, qui faisait des siestes et qui rêvait ses tableaux. Ah ouais, c'est pas étonnant. Surtout quand on voit les... C'est peut-être là que ça vient, cette histoire de montres, de trucs qu'on peut pas lire l'heure. Eh ben, exactement. En fait, c'est ce tableau-là qui s'appelle, si je m'abuse, la persistance de la mémoire. En fait, il s'était endormi à table et il a rêvé ça, il s'est réveillé, il a fait « Oh mon Dieu, il a peint tout de suite. » Donc c'était la première horloge molle. Ah bah voilà. Ouais, et tu peux te dire que la question, du coup, c'est est-ce que c'est dans ce sens-là ou est-ce que c'est dans l'autre sens où en fait, t'as plein de gens qui ont rêvé de la double hélice pendant 1500 ans auparavant mais que personne n'a jamais pris le temps de faire le lien avec l'ADN. Ah ouais, comme avec ce que je disais avec les accidents d'avion là tout à l'heure. Ouais. Ouais, remarque. On sait pas. Finalement, une double hélice, c'est pas si incroyable que ça. Enfin bon. Ouais, c'est assez cool quand même. La double hélice d'ADN ? Ah ouais, quand même. Oui, ça permet de faire des trucs assez cool. Ouais, effectivement. Des trucs assez cool comme par exemple laisser des commentaires. Par exemple ? Comme par exemple continuer à partager la confiture autour de vous, comme faire connaître, liker, pousser les contenus. Comme par exemple, c'est assez cool aussi de continuer à apprendre plein de trucs. Ouais. Nous en tout cas, on a été hyper contents de t'avoir avec nous, Adrien.
Ouais. Merci à vous pour l'invitation, ça m'a fait bien plaisir. Et on a appris plein de trucs et on espère que vous pourrez continuer à le faire en prenant soin de vous, en restant chez vous et en prenant soin de vos proches. Voilà, à la prochaine fois. À la prochaine fois.